Hello, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Tabou. Sans Tabou, une émission qui décortique les histoires pour nos téléspectateurs qui ont besoin d'aide. Aujourd'hui, on partage avec vous une histoire très choquante, très importante, dont nos invités auront la lourde tâche de donner leur opinion. En parlant d'invités, je suis sur ce plateau avec M. Achille Agossou, qui est un créateur de contenu YouTube pour les produits locaux. Bonjour, monsieur Achille. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, merci, chez vous. Merci. Et de monsieur Guy Kokouvi Nicolé, qui est juriste. Bonjour, monsieur Guy. Bonjour, madame Clémentine. Comment vous allez? Je vais très bien. On revient tout juste après la pub pour découvrir l'histoire en question. De retour sur ce plateau, voici l'histoire d'une anonyme vivant en Europe. Écoutez mon histoire. Je suis une anonyme de 45 ans vivant en Europe. Je suis sortie une fois du travail en allant vers la gare routière pour prendre mon train et rentrer chez moi comme d'habitude. Je fus interpellée par un jeune homme de 30 ans qui sollicitait mon téléphone pour passer un coup de fil. Dans nos échanges, le jeune homme venait d'arriver en Europe et devrait appeler son oncle pour qu'il vienne le chercher pour leur appartement. Le numéro passait, mais l'oncle ne décrochait pas. M'étant africaine comme lui, il a pris mon portable pour essayer de voir si ce serait le même résultat. Malheureusement, ce fut le même résultat. Étant en période d'hiver et ne pouvant pas laisser ce jeune homme étranger dans un pays étranger, donc je l'ai sollicité de venir passer quelque temps chez moi en attendant de trouver une solution, en attendant de joindre son oncle. Il a été ravi, il m'a suivi, je l'ai hébergé quelque temps chez moi. C'était un jeune homme gentil, très serviable, qui m'aidait à faire tous les travaux. Vivant seul et avec la solitude, ce qui devrait arriver, arriva, c'est-à-dire j'ai fini par coucher avec ce jeune homme. Quelques semaines après, il tenta de rappeler son oncle, le numéro passa. Donc, il informa son oncle qu'il a été accueilli par une dame et tout allait bien. On a fixé un rendez-vous dans un restaurant pour un dîner pour me présenter son oncle et le petit frère de son oncle. Le jour du rendez-vous, nous tous on y était, tout s'était bien passé. Mais il y avait un petit hic. Le petit frère de l'oncle du jeune homme me regardait fixement. Moi, j'étais un peu intriguée parce que c'est la première fois qu'on se voyait. Pourquoi ce regard? Après, il m'a interpellée me disant qu'il voulait me parler en privé, sans que le jeune homme ne sorte là. Je les ai dit ok. Et je les ai accueillis. On a fixé un autre rendez-vous et je les ai accueillis. Lors de nos échanges, le petit frère de l'oncle du jeune homme qui me dit « Je suis la mère de l'enfant ». Intriguée, je me dis, mais comment je suis la mère? Je tiens à rappeler qu'à 15 ans, effectivement, j'avais eu un fils. Et à la sortie de l'hôpital, mes parents, les médecins m'ont dit que mon fils était mort-né. Et je n'ai pas vu le corps de l'enfant en question, donc j'ai cru mes parents et j'ai continué mes études jusqu'à venir en Europe. Et je les ai demandé, mais pourquoi ils m'avaient menti que mon fils était mort-né? Ils me disaient, les parents ne voulaient pas d'un enfant de moi à cet âge car j'étais adolescente. Et de deux, ils avaient conclu cela avec les parents du jeune homme et le médecin en question. Très intriguée, très déçue, avec un second coup à la poitrine. Premièrement, j'avais pleuré croyant que mon enfant était mort. Deuxièmement, je retrouve mon enfant. Au lieu d'être heureuse, l'inceste s'est passé. Comment faire? Comment réagir? Je dois avouer à mon enfant que je suis sa mère, vu l'état dans lequel nous sommes. On en discute avec nos invités du jour. Messieurs, rebonjour à vous. Bonjour, madame. Je crois que vous avez eu le temps d'écouter l'histoire. Absolument. Mais non, ce que j'aimerais vous demander, monsieur Guy, quelle est votre appréhension par rapport à l'attitude des parents, que ce soit du jeune homme, les parents du jeune homme, les parents de la dame et du médecin? Je crois que c'est une histoire très émouvante quand on écoute
fil redondante et puis tous les acteurs impliqués dans cette histoire, ça fait froid au dos. Bon, et rapidement, je me pose la question de savoir c'était quoi véritablement l'intérêt qui a mené, n'est-ce pas, les parents d'abord de la fille, le médecin, à dissimuler cette information comme quoi que l'enfant, en fait, que voilà, l'enfant était mort-né. Je me suis posé cette question, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi la motivation? Et tout de suite, vous avez eu le temps d'indiquer qu'il s'agirait de son âge, il s'agirait de la protéger parce que son âge ne le permettait pas de faire enfant. Pour moi, c'est pas sérieux de la part des parents et aussi du personnel soignant, c'est-à-dire le médecin qui a prêté serment de sauver la vie, d'apporter tout son savoir pour sauver la vie, et s'emballer aussi dans ce mensonge. Pour moi, ça frise un peu la colère, ça frise d'irresponsabilité de sa part et de la part aussi des parents. Donc voilà mon appréhension par rapport à cette histoire, mais au fur et à mesure, nous aurons l'occasion de revenir sur certains aspects, l'implication des responsabilités de chacun des uns des autres. D'accord. Monsieur Achille, je vous rebalance la même question. Quelle appréhension avez-vous des deux parents et du médecin en question qui ont caché l'existence de l'enfant en disant à la jeune dame que c'est comme ça son enfant est mort-né? Merci beaucoup. Je ne suis pas étonné, mais il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec une personne un peu âgée, plus que moi, et il disait que l'Africain même est un problème. À quelque part, il a raison, quand bien même je n'étais pas d'accord avec cette personne en tant que telle. Parce que, en voyant le truc, la responsabilité est partagée quand même. Et pratiquement tout le monde a fait de la fille en question, l'adolescente, jusqu'aux parents, aux médecins et tout. Mais maintenant, ça revient de partager les responsabilités, voir réellement qui a péché plus que qui. Et là, l'affaire, on saura comment faire pour trancher bien l'affaire et partager aussi les peines. Okay. Du point de vue global, on dirait, certes, quand on dit mineur, ça veut dire que vous n'êtes pas responsable de vos actes et que les parents peuvent décider à votre place parce que vous êtes mineur. Et donc, je pense que c'est dans cette optique que les parents ont pu décider au nom de leur enfant ou au nom de leur fille. Mais est-ce que les personnes qui se basent sur la déontologie et l'éthique du travail en tant que personnes soignantes, est-ce que ces personnes aussi doivent se mêler dans ces histoires malsaines, s'il faut le dire? Je pense que mon cher juriste est mieux approprié à répondre à cette question. Voilà, donc on aura dans les détails le temps de bien décortiquer, savoir réellement quel sort est réservé pour ces genres de personnes. Du point de vue global, pour conclure, c'est pour dire tout simplement que tout le monde a quand même commis une erreur. C'est ça. Oui, en rebondissant sur ce que vous avez dit, je me tourne vers M. Guy, en prenant le cas du médecin. Le médecin qui a confirmé que l'enfant était mort-né. Qu'est-ce qui peut pousser un médecin à cela? Parce que les parents lui ont convaincu, comme le prétend M. Achille, ou bien c'est parce que l'enfant est mineur, les parents doivent décider à sa place? Ou bien qu'est-ce qui peut motiver un médecin à pouvoir arriver à ce point? Bon, justement, avant d'apporter mon éclairage sur la préoccupation, d'abord on doit revenir sur le concept même mineur. Oui. La définition juridique du mineur voudrait dire que c'est un être humain qui n'a pas encore l'âge de la majorité civile. Au Togo, d'après notre droit positif, je crois que c'est 16 ans et 18 ans. Voilà. Maintenant, c'est revenu à 16 ans. À 16 ans, d'accord. C'est-à-dire, en dessous de 16 ans, vous êtes considéré comme mineur. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que, du point de vue civil, il y a certains actes que vous ne pouvez pas poser.
et qu'on vous met sous ce qu'on nous appelons dans le jargon un régime de, comment on appelle ça, un régime d'assistance. Voilà, on vous met sous un régime, non, sous un régime de représentation. C'est-à-dire que tous les actes que l'enfant doit poser doivent être nécessairement couverts par les parents. On suppose que oui, c'est un mineur, il ne pourra pas faire certaines choses. Du point de vue même pénal, ça voudrait dire qu'un mineur qui commet par exemple un délit ou bien un crime, eh bien, l'enfant mineur n'est pas pénalement responsable. Mais ça voudrait dire que ce n'est pas en réalité un quitus d'irresponsabilité. Il y a des alternatives que la loi a prévues pour permettre soit c'est la médiation pénale, soit on met l'enfant dans un centre pour, n'est-ce pas, procéder à son rééducation. Ouais. Alors, dans le cas d'espèce, il n'y a aucune raison qui justifie qu'on pourra éventuellement cacher ou bien mentir à cet enfant. Même s'il est mineur, on pourra lui dire, c'est-à-dire, ce n'est pas écrit dans notre constitution quelque part qu'un mineur ne peut pas avoir un enfant. Un mineur peut avoir un enfant, soit qu'il faut l'accompagner. Parce que le fait d'avoir un enfant n'a rien à voir du point de vue du droit civil, n'engage pas la responsabilité civile de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, par la force des choses, a eu un enfant, mais ça ne voudrait pas dire qu'elle ne pourra pas porter un enfant. Je ne sais pas si vous comprenez. La conséquence, c'est que c'est par rapport à des actes. Par exemple, elle est dans l'impossibilité de contracter un mariage. Ce sont les actes civils, par exemple. L'impossibilité de contracter un mariage, l'impossibilité de pouvoir vendre un bien s'il est héritier ou bien héritier. Donc, ce sont ces actes civils que l'enfant ne pourra pas le faire. Maintenant, dire que c'est parce qu'il est mineur qu'on a caché à cet enfant qu'il a eu un enfant mort-né, c'est très compliqué. Et je pense que quand on regarde un peu, d'après l'histoire, on nous a eu cette information quand nous étions dans les basses classes, et mon cher ami est mieux placé, c'est-à-dire la mythologie grecque où on parle de ces relations un peu bizarres qui déstructurent, n'est-ce pas, les familles. C'est vrai que ce sont des choses, ce sont des faits de la société qui peuvent y arriver. Mais le degré d'implication des uns et des autres vient en réalité compliquer la chose. C'est-à-dire quoi? Ça voudrait dire que les parents ont la lourde responsabilité de dire à l'enfant que l'enfant est pourtant vivant, tout en mobilisant les moyens pour l'accompagner avec la possibilité de continuer ses études. Le médecin a la responsabilité de dire la vérité. Mais là aussi, le médecin, il a failli à son devoir de serment. Il a menti que c'était vrai, il a fait un certificat que l'enfant est mort-né. Ça veut dire qu'on retient une responsabilité pénale contre le médecin, contre les parents aussi. Ouais. Donc, c'est toute la complication de la chose. Sinon, c'est vrai que parfois, ce sont des histoires qui remontent à l'époque grecque où on parlait de conflits d'Oedipe. C'est beaucoup de choses qui arrivent, ça arrive, c'est vrai. Mais le degré de responsabilité des acteurs et le contexte aussi de l'histoire, c'est ça qui vient compliquer l'analyse. Le contexte, c'est-à-dire? Le contexte aujourd'hui, c'est qu'on évoque une raison fallacieuse. C'est-à-dire que, bon, voilà, l'enfant est mineur. Et du coup, ce n'est pas concevable qu'on puisse, n'est-ce pas, ou bien ce n'est pas concevable qu'elle puisse avoir un enfant. C'est ça, le contexte. En fait, moi, je me dis, si ce n'était pas possible qu'elle puisse avoir un enfant à cet âge, je me dis peut-être on devrait mettre terme à l'enfant. Exactement. Depuis le début de la grossesse. Exactement. Pourquoi permettre alors que l'enfant arrive à terme, accouche et maintenant dire que l'enfant est mort-né? Que sous prétexte qu'elle est mineure. Qu'elle est mineure. Au fait, peut-être on n'a pas tout le contenu de l'histoire. On s'en tient à ce qu'on a. Exactement. Et on va évoluer avec ça. Exactement. Mais non. Dans le code pénal, quelle est la loi qui punit vraiment ces gens de médecins qui outrepassent leur qui outrepassent, pardon, prêtez-moi le mot. Je dirais leur devoir. Leur devoir professionnel. Je crois que
la nouvelle loi, c'est-à-dire le code pénal en vigueur au Togo, il y a une disposition, je crois que c'est l'article 183, si mes souvenirs sont exacts. C'est l'article 183 qui énonce clairement les chaînes de responsabilité commises par les personnels de la santé. Et c'est clairement dit que tout personnel soignant qui commet par exemple une infraction, soit par maladresse, soit par indulgence, soit par défaut d'assistance, est puni d'une peine, je crois, de 3 à 5 ans d'emprisonnement ferme avec une somme de 7 millions. 7 je crois, millions. oui. Donc c'est prévu par notre code pénal actuellement en vigueur au Togo. Donc c'est-à-dire le médecin, d'abord, vous connaissez leur formation. C'est un corps sensible. Quand vous sortez médecin, vous prêtez serment de dire la vérité, d'apporter tout votre savoir pour sauver des vies. Donc un médecin ça c'est vraiment un délit qui est puni par la loi. D'accord. Maintenant, en revenant à l'histoire, la dame qui demande notre aide, est-ce qu'elle doit choisir dire maintenant à son enfant que tu es mon enfant, monsieur H? Avant de revenir là, vous avez posé tout à l'heure une question qui est de savoir pourquoi ils n'ont pas mis terme et ils ont laissé en fait l'enfant. La grossesse évolue jusqu'à l'accouchement. Mais on ne peut pas oublier aussi ce côté-là que nous sommes des Africains. Et depuis très fort longtemps, c'est difficile à un parent d'accepter, avorter pour un enfant ou bien de permettre à un enfant d'avorter. Même quand aujourd'hui avec les lois ou les polémiques qui sont sur on peut avorter légalement, on peut donner jusqu'à maintenant au niveau de l'Afrique, ce n'est pas encore ça. On n'arrive pas encore à adopter ça. Ça veut dire en réalité laisser quelqu'un avorter, on le dit toujours, c'est tuer quelqu'un et donc peut-être un crime. Voilà, et donc peut-être ça aussi peut pousser en fait les parents. Mais moi je me dis, voilà, en fait, à laisser l'enfant, ça aussi, on peut dire que c'est dans cet article que les parents étaient pour ne pas en fait tuer l'enfant dans le ventre de leur fille, mais plutôt de la laisser enfanter. Donc, c'est juste pour rappeler qu'on est toujours en Afrique, donc on n'a pas cette notion. Nos cultures peuvent interagir face à nos décisions. Voilà. Ok. Continue. Maintenant, pour revenir à votre question, vous avez dit tout à l'heure. Je demandais à la dame, l'anonyme de 45 ans, devrait-elle avouer au fiston, c'est-à-dire à son fils, que je suis ta mère? Effectivement. Ou devrait laisser comme ça, couper toute relation? Franchement, moi-même, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas si c'est la solution, mais je crois que mon avis peut être une approche de solution. Et dans la mesure où une erreur est déjà commise, on est dans l'obligation de tout faire pour restaurer en fait la règle normale. Et je crois que la dame a en fait le libre choix d'avouer à son enfant. Tout d'abord, on est toujours africain, on ne doit pas oublier. Quand l'inceste est commis dans une famille, bien avant, on fait tout pour faire taire, pour que la nouvelle ne soit pas répandue. Voilà, et que les gens ne soient pas au courant. Mais quand même, il y a une cérémonie qu'on fait pour pouvoir en fait laver, s'il faut le dire, en fait, ce péché. Se purifier. Voilà, ce péché pour pouvoir se purifier et être dans les normes avec la nature. Si réellement ce sont des Africains et ils connaissent leur origine, je crois que l'erreur ne venait pas de la dame ni de l'enfant. L'erreur de leur rencontre avec aller en matière où, je ne sais pas, l'écartement des jambes en l'air, ça n'a pas, en fait, ça ne venait pas du tout d'eux. Donc, je pense que la dame a le libre choix et le mieux, c'est d'avouer à l'enfant déjà dès le début pour que ça s'arrête là. Et s'il y a quelque chose à faire comme cérémonie,
ils le font. Même, il y a des cérémonies qui sont modernisées ou christianisées. Hein. Même si vous allez à l'église, il y a certains trucs que vous pouvez faire. On peut prier pour vous, on peut faire ci pour dire on a déjà brisé en fait le lien de l'inceste là. Et l'essentiel, c'est de s'abstenir pour ne plus en fait retomber là-dedans. Donc je pense que avouer n'est pas encore un crime si la dame dit directement ce qui se passe à l'enfant. Ça permettra à l'enfant aussi de savoir réellement qui a commis l'erreur. Parce que déjà d'une trentaine d'années, je pense que... 30 ans. Voilà, je pense que c'est un homme qui a toutes les capacités de réfléchir, de détecter le bien du mal. C'est ce que je peux dire. Oui, la même question pour M. Guy. Merci. Bon, je vais m'aligner dans la même perspective que mon cher collègue. Je pense qu'il y a 3 dimensions que je qualifierais d'approche de solution, comme mon ami vient de le dire. La dimension spirituelle, si nous sommes dans un contexte purement africain, où il y a des pratiques, des cérémonies qui permettent de pouvoir rétablir l'âme affectée par ces genres de situations. Il y a des cérémonies où parfois ce sont des choses qu'on vous met pour, n'est-ce pas, vous laver sur le plan spirituel, débarrasser de cette histoire. Alors, à part cette dimension, il y a la dimension psychologique. C'est-à-dire qu'il faut préparer l'enfant à accepter aussi cette vérité. Ça ne pourrait pas comme une discussion de bar ou une discussion de bistrot où on va inviter l'enfant, on dit bon, et tu sais, entre-temps, franchement, j'aurais appris que c'est toi mon fiston. Non. Il faut préparer le cadre de discussion pour permettre à l'enfant d'accepter cette vérité. Parce que ce n'est pas aussi évident pour la dame d'appeler son enfant pour lui dire, bon, tiens, tu sais, entends ce qui s'est passé entre nous là, bon, c'est vrai que nous ne sommes pas au courant dans l'année maintenant, je t'avoue que je suis ta mère. Ce n'est pas aussi... De sang biologique. Voilà, ce n'est pas aussi évident. Donc, il faudrait d'abord préparer la psychologie. Il y a des personnes spécialement pour ça, il y a des psychologues qui maîtrisent très bien la matière, comment orienter d'abord l'enfant, comment préparer sa psychologie pour accepter. Et l'autre chose aussi, c'est l'accompagnement social, c'est le volet social où, bon, si nous avons eu la connaissance de cette histoire, que c'est en Europe, bon, je crois que ça ne fera pas trop du buzz, hein, comme si nous étions en Afrique entre griffes où j'accepte quand même, j'accepte pas la thèse régionaliste de l'homme, mais quand on regarde un peu ce qui se passe avec l'évolution de la technologie de TikTok, on a l'impression que l'Africain est toujours en déviation entre griffes. Heureusement que l'histoire ne s'est pas passée sur le continent africain où ça peut créer des buzz maintenant. En France, bon, éventuellement, on peut toutefois dissimuler l'information avec le temps et les gens finiront par oublier dans la possibilité de se construire, de se renouveler et d'aller de l'avant. Je crois que c'est très important de cumuler les 3 approches, la dimension spirituelle, si c'est dans un contexte religieux, on peut le faire, mais en Afrique aussi, il y a des alternatives. Et aussi l'approche psychologique, c'est très important. Parce qu'un enfant qui a grandi comme quoi que sa maman même était morte, ou bien que sa maman n'existe pas, et par la force des choses, l'enfant a eu des rapports sexuels avec cette dernière, et qu'un jour au lendemain, qu'on revient pour lui dire, bon, tiens, tu sais, cette dame, c'est ta maman, c'est vraiment inconcevable, c'est choquant, ça peut créer même d'autres soucis après. Donc, si ce travail n'est pas fait en amont, avant de passer l'information, je crois qu'on aura raté le but pour lequel nous sommes. D'accord. Maintenant, je reviens à un acteur qu'on n'a pas évoqué, l'encepteur. Le monsieur en question. Ouais. Parce que si on voit dans l'histoire, c'est le monsieur qui a reconnu la dame. Parce que la dame n'avait pas tellement changé. Ouais. Le monsieur était avec son frère, disons l'oncle, l'enfant était là, il y avait l'oncle et le papa. C'est le papa, le géniteur qui a reconnu la fille. En tant que géniteur, est-ce qu'on peut être aussi, je peux dire, excusez-moi le mot, cruel à ce point de prendre un enfant, de le garder, de le lever sans sa propre mère? Malheureusement, ce sont des situations qui arrivent en Afrique parce que notre conception de la vie est relativement différente
de celle des Occidentaux. Hein. C'est vrai que d'abord, la base, elle est faussée. D'accord? Et maintenant, sûrement que le monsieur aussi était sous l'influence de X ou bien de Y. Sinon, normalement, et une dame avec qui vous avez eu une relation intime, et à la suite de votre acte, quelque chose s'est passé, vous avez eu un enfant, vous décidez unilatéralement de, comment dirais-je, d'éduquer cet enfant, de le nourrir, sans lui dire que sa maman est vivante ou pas, ça relève quand même de l'irresponsabilité. Même si, et dans le contexte aujourd'hui, même si vous êtes dans une situation d'union que je qualifierais de divorce, par exemple, en matière de droit de mariage, le juge pose d'abord la question de savoir qui parmi vous a la capacité d'héberger l'enfant, et on fait des évaluations pour voir votre capacité salariale, vous avez une bonne conduite morale, donc on tient compte d'un certain nombre de choses. En dehors de ça même, on autorise à ce que votre partenaire qui est en divorcé puisse venir rendre visite à l'enfant. Mais ça, c'est que lui seul, il a décidé de garder l'enfant durant des années. C'est quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire et on n'arrive pas à comprendre. Mais tout dépend aussi du contexte dans lequel l'acteur s'est retrouvé. S'il y a d'autres forces en présence qui l'ont influencé, naturellement que ça a dicté le travail qu'il faut et ça peut même le soustraire à pouvoir lui dire la vérité. Donc, chaque individu agit en fonction des intérêts, de ses motivations, en tenant compte, bien évidemment, du contexte dans lequel. C'est tout le problème. C'est tout. Donc, si éventuellement on aura eu l'occasion de l'écouter, d'avoir sa version aussi des faits, on pourra fixer maintenant notre appréciation pour le juger ou bien le condamner. D'accord. Et je viens vers vous, Monsieur Achille. Maintenant, on va du côté de l'enfant. Un enfant qui a été éduqué par, disons, les parents paternels, qui a grandi, donc, qui vient en Europe. Par la force des choses, qui est accueilli par sa maman, et ce qui ne devrait pas arriver, arriva. Est-ce on peut dire que la maman était des mœurs légères? Parce que, premièrement, elle a accueilli un inconnu, si on peut le dire. Chez toi, tu ne connais pas qui est cette personne, et en quelques semaines comme ça, tu te laisses y aller. Vu l'écart d'âge aussi, on dit que maintenant, en amour, il n'y a pas d'âge. Mais est-ce qu'il ne faut pas revenir à nos contextes africains? Parce qu'au moins, s'il y avait un petit retenu, je crois que ça serait une fierté pour elle de dire, oh, par la force des choses, j'ai accueilli mon fils pour 2 semaines, pour quelque temps. Mais tu l'as accueilli, certes, mais ce qui ne devrait pas arriver, arriva. Selon vous, en étant à la place de l'enfant, comment vous allez accueillir cela? Est-ce que vous allez vous mettre en question, c'est-à-dire vous faire des reproches parce que si j'avais serré mon pantalon, ça ne devrait pas aller? Ou bien à la place de la dame en question, la dame, on peut dire qu'elle est de mœurs légères ou quoi? C'est une question un peu difficile. Ouais. Parce que si tu te mets dans la peau des concernés, tu sauras que c'est difficile. Et c'est là où, avant de venir à votre question exacte, je reviens sur son point de vue qui est l'accompagnement mental. C'est que la santé mentale aujourd'hui prend le dessus. Ce qu'on néglige depuis la nuit des temps en Afrique. Et on voit que ça n'a même pas d'importance. Et c'est le pourquoi dans notre société aussi, les psychologues, à plus forte raison, les philosophes, on les qualifie de... Ils sont négligés. Voilà, ils sont très négligés, oubliés même. Et parfois on les qualifie, mais on les qualifie de fous. Mais ils ont leur place si réellement on reconnaît en fait qu'on en a vraiment besoin de l'accompagnement psychologique et que la santé mentale a vraiment de l'importance pour nous. Parce que ce qu'il vient de dire tout à l'heure, avant de dire quoi que ce soit à l'enfant, si l'enfant n'est pas préparé, peut-être étant énervé, il peut y avoir même décès dans cette affaire.
Si ce n'est pas lui-même, ça peut être sa mère ou ça peut être son père. Quelqu'un peut-être serait mort. Donc du coup, c'est un peu difficile de trancher rapidement l'affaire, mais comme je l'avais dit au début, que tout le monde a sa part de responsabilité et l'erreur a été commise partout. Et du coup, il faut réellement restituer en fait l'histoire et accompagner à petits coups, savoir réellement là où la faille était et aussi punir. Parce que souvent, ce qui amène à la vengeance, c'est l'impunité. Voilà. Donc si l'enfant, après avoir découvert tout, et que tout le monde est à l'aise comme ça, c'est là où peut-être lui-même sera obligé de se venger. Maintenant, revenons à la situation de l'enfant. Moi, je dirais, c'est vrai, on est des Africains, mais je pense que être africain même, peut-être aider l'enfant à ne pas rapidement se mêler dans cette affaire jusqu'à aller à ce degré. Puisque moi, par exemple, avec les cas de 5-6 ans déjà, moi, je ne peux pas. Du coup, je dirais même 2-3 ans, je ne peux pas. Mais ça peut y arriver parce que je supposerais que ce n'est pas trop. Mais déjà, au-delà de 5 ans avant... Il y a 15 ans d'écart. Voilà, 15 ans d'écart. Du coup, bon, aujourd'hui, la jeunesse, il avait aussi mentionné ça, qu'il y a carrément, je ne sais pas si c'est tout nu, nous allons dire, mais déviation de la mentalité de la jeunesse. Quand bien même nous tous, nous sommes jeunes, il y a certains jeunes, peut-être c'était passé comme, bon, on peut le faire comme un coup du soir en passant, parce que peut-être on ne se verra encore plus. C'est là où on s'est rapidement mêlé dans cette affaire. Le garçon, en fait, si réellement il était éduqué, que ce soit dans le domaine spirituel, un tout petit peu, il saura que, en fait, rencontrer une inconnue et déjà 2 semaines avoir rapport avec cette personne n'est pas du tout bien. Parce que vous ne savez pas d'abord qui est cette personne et vous ne savez pas. D'ailleurs, il y a déjà manque de responsabilité dans l'acte de l'enfant. Quand bien même il a une trentaine d'âge, vous rencontrez quelqu'un. Cette personne est venue en fait à votre secours, vous a hébergé. Ça veut dire automatiquement ce que vous mangez, c'est oui, ça nourriture. La personne vous nourrit. 2 semaines, vous ne pouvez pas en fait avoir ce culot, en fait, je peux dire, en tout cas, ce sont les comportements des gangsters, des enfants de ghetto. Mais ça peut toutefois arriver. Maintenant, quand c'est arrivé, il faut que l'enfant aussi reconnaisse en fait qu'il a failli. Il n'a pas pu tenir et voilà, c'est arrivé. Donc, quelque part aussi, lui aussi, il a commis une erreur. La dame aussi. Il y a une nuance que j'aimerais relever. Peut-être que l'enfant l'a fait si c'est la demande de la dame. Comme il ne sait où aller, il peut faire ça sous chantage, peut-être, pour satisfaire et maintenir l'acquis qu'il a. Si on le renvoie maintenant, il va aller où? Mais jusque-là, je ne crois pas que ça doit être... Peut-être, je dirais, ça, c'est une excuse. Hein. Non, on peut, parce que ici rien n'est précisé. On n'a pas la version de tous les acteurs. Oui. C'est la dame qui raconte. Oui. L'enfant n'a pas raconté comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'il n'aille au lit. Oui. Moi, je me dis, si moi, la mère qui donne, c'est la mère qui est puissante. Hein. Ouais. Je donne. Maintenant, toi, je t'héberge, je te nourris et autres. Tu fais quoi? Si je dis, j'ai besoin de toi. Or, je suis venue d'Afrique, ça ne fait pas longtemps, je ne connais personne. Je ne connais pas les rouages d'Europe. Tu vas faire quoi? Et quand même, il faut être clair. Hein. En Europe, il y a assez de lois. Si vous venez légalement et vous venez en Europe légalement, vous avez les papiers qu'il faut. Il y a quelque part où, par exemple, il y a cellules d'immigration où vous pouvez directement vous diriger et ces personnes peuvent s'en charger de faire un peu de recherche pour vous, contacter des personnes qu'il faut pour vous et peut-être on peut vous rediriger. Au cas contraire, on pensera peut-être si réellement on pouvait en fait vous déporter et tout. Mais il faut aussi accepter de souffrir. Moi, je ne peux pas en fait
quand bien même on n'a pas eu la version totale de l'histoire, je ne peux pas quand même avouer que ça, c'est parce que c'est la mère qui est au-dessus, qui est puissante. C'est une supposition. Oui, je comprends. Mais je ne peux pas en fait accepter qu'on dise que c'est ça. Peut-être qu'il y a quand même... En fait, nous avons quand même nos principes. Mais tant que tu n'as pas de principe, tu peux te laisser aller dans certains trucs et après tout regretter. La dame aussi doit avouer en fait que bon, peut-être il faut aussi, il y a la réalité aussi, et il faut avouer que peut-être la dame aussi étant donnée que, on a dit d'une 45 ans et elle est seule, peut-être elle a vu que bon, c'était un sauveteur, donc un sauveteur qui est venu, donc il faut voir comment gérer avec lui et tout ce qui va avec. C'est un peu difficile, puisqu'il avait dit ça tout à l'heure, vous lui avez posé une question concernant le père. Mais là, j'avais une idée, je me suis dit, comme on n'a pas eu la version totale, ça peut aussi être la pression des parents de l'enfant qui fait que le père s'est carrément écarté. Parce que peut-être on peut dire, soit on veut t'enfermer parce que tu as enceinté notre fille. Et si tu prends l'enfant, tu ne vas pas très loin de nous et on te voit encore une fois avec notre enfant. Donc ça peut aussi faire qu'il soit très loin. Mais le mieux, c'est de tout faire peut-être quand on voit que ici ce n'est plus affaire de mineur, il y a la maturité qui rentre en jeu. Il devait tout faire en fait pour rencontrer cette dame-là, au moins lui dire quelque chose, mais s'ils ne vont pas s'entendre, au moins faire savoir à la dame que voilà, c'est à cause de ci, à cause de ça. Ok. Je reviens vers M. Guy, la même question. Quelle appréhension avez-vous du comportement du jeune homme? Vous venez chez une dame, on vous héberge en 2 semaines environ, vous passez au lit. Et la dame, toi tu héberges un parfait inconnu, même si vous venez du même pays quand même, un peu de tenue. Et l'écart d'âge ne pouvait-il pas jouer dans ça, au moins pour voir que c'est ma grande soeur, c'est ma tantille, donc il faut un minimum de respect quoi. Bon, je crois que c'est relatif. Hein. C'est relatif parce que, comme on le dit, l'amour n'a pas de goût. Et en réalité, quand on est majeur, on ne tient pas compte forcément de l'âge. Il suffirait de trouver cette personne qui t'apporte la paix. Il y en a plein. Ce n'est pas seulement en Europe, ici même à Lomé, où vous voyez des jeunes filles qui se retrouvent légalement mariées avec des hommes qui ont pratiquement 60 ans, 70 ans. Voilà, vous voyez aussi des jeunes hommes qui ont pratiquement 32 ans qui se marient avec des femmes de 55 ans. Voilà. Donc ça arrive que l'on se retrouve dans cette situation. Maintenant, dans le cas d'espèce, c'est qu'il faut comprendre aujourd'hui aussi que la notion de solidarité a évolué. La manière dont on conçoit la solidarité en Afrique, où quand je veux t'aider, je n'ai pas forcément besoin d'avoir des arrière-pensées. Donc, quand on se retrouve dans ce contexte où on ne sait pas si l'enfant était dans une situation régulière en France, ou je ne sais pas, c'est pas la France, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que l'enfant se retrouve dans une situation d'irrégulière où elle a forcément besoin d'avoir et cette protection pour combler le vide de son irrégularité, histoire de pouvoir l'extrader par exemple au Togo. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est le volet intérêt dans cette solidarité. Si véritablement la dame avait, comment dirais-je, une pensée, une motivation d'aider l'enfant sans attendre quelque chose derrière, je pense que ça allait peut-être passer, elle allait même œuvrer à trouver du travail à ce jeune homme. Alors bon, c'est parce qu'elle vivait seule, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, elle vivait seule. Elle vivait seule. Donc sûrement qu'il y a d'autres facteurs qui ont joué. Et peut-être que bon, la dame va se dire, bon, et puis en Europe aussi, hein, c'est vrai, il y a ce genre de choses qui arrivent rapidement où bon, on se dit, bon, du moment où l'enfant ne pose pas un problème, c'est pas un voleur, c'est pas un brillant, pourquoi ne pas en faire un amant? Donc, tout dépend de l'intérêt des uns et des autres et ce que chacun tire de l'autre aussi. Bon, il vit chez moi,
La contrepartie, c'est que, bon, qu'il soit à mesure de pouvoir me satisfaire maintenant. Si on suppose qu'il n'y a pas cette histoire de mère et enfant, cette relation, ça va aboutir, on ne le sait pas. Donc parfois, il faut un peu du discernement, un peu de retenue, comme vous l'aviez dit. Mais aujourd'hui, moi, je crois que la notion de solidarité, ça a perdu toute sa substance. On aide, c'est parce qu'on a un intérêt derrière. Ça, il faudrait qu'on l'admette comme une évidence, quoi. Même, c'est comme quelqu'un me dit, pour que quelqu'un te dise même bonjour, il attend quelque chose de toi. Donc, franchement, il faudrait d'abord qu'on puisse avoir du discernement, qu'on fasse en sorte que qu'on ne se retrouve pas dans ces genres de situations. Parce que, étant donné, supposons, si l'enfant se retrouve dans une situation d'irrégularité en France, ça veut dire que les valeurs sont en ébranle. Tu ne pourras même pas parler de tes valeurs, de tes principes. Si on le fout dehors. Exactement. Donc, il y a ce genre de situations, certains de nos compatriotes, de nos amis étudiants, où au moment où on ne commence pas à compter leur séjour, et puis, histoire de pouvoir prendre un QTF, obligation de quitter le territoire français, tu te retrouves avec une nana, même si plus âgée, tu es obligé d'accepter de manger la merde. Donc, c'est ça, malheureusement. Donc, c'est quand même un sujet qui interpelle, qui doit nous faire réfléchir pour voir à peu près quel est notre degré de responsabilité dans tout ce qu'on pose comme acte. Et tout ça, le cœur même du sujet, c'est le mensonge. C'est l'irresponsabilité des parents, l'irresponsabilité même du médecin. C'est vrai qu'au Togo, avec la nouvelle ordonnance, quand vous acceptez une élève en classe, je ne sais pas, bon, l'ordonnance de 16 ans. Voilà, l'ordonnance précise clairement, hein, tout élève lui a un an. Quand vous l'acceptez, en même temps vous punissez. Ça c'est clair. Sous réserve, parce que chaque loi a une exception, sous réserve que ce mariage soit consentant avec la bénédiction des parents. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui tout à fait? Donc, tout dépend de la position que chacun se retrouve. Moi, je connais véritablement des amis avec qui on a fait la fac, dignes de moralité. Mais compte tenu de certaines situations, de faute d'emploi, ils se retrouvent aujourd'hui, parfois, mais tu te dis, est-ce que c'est cette fille-là que j'ai connue à la fac qui... Bon, on ne peut pas trop aussi les juger rapidement. Donc, il faut faire du recul pour voir les pesanteurs qui l'ont amené, n'est-ce pas, à changer d'orientation. C'est important. Mais moi, je dis aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on devienne sadique pour satisfaire notre intérêt. C'est le plus important. Et je profite de l'occasion pour vous laisser donner la morale à tirer dans cette histoire. Votre mot de fin et conseil à la dame qui nous a adressé ce courrier et à nos téléspectateurs qui nous suivent. Monsieur Achille. Merci beaucoup. Nous allons plus nous attarder sur, ou bien principalement m'attarder sur la responsabilité. Du moment où il y a ce qu'on appelle la mauvaise foi, on se cache en fait derrière ce qu'on appelle excuse pour fuir sa responsabilité. Et du coup, tout ce qui revient comme résultat n'est que catastrophique. Du coup, même si c'est difficile de dire la vérité, il y a un savant qui l'a déjà dit. Il faut toujours dire la vérité, même si c'est difficile. Il faut la dire. Je pense que si ce cas arrive, encore une fois, les parents devaient en fait trouver un moyen pour pouvoir dire clairement ce qui se passe et ce qu'ils désirent en fait faire à l'enfant, au monsieur et à la mère de l'enfant pour que tout aille mieux. Mais si on cache en fait la vérité, soit en disant qu'on est en train de protéger, c'est là où le bas blesse demain, parce que peut-être on le dit, mais ces parents qui avaient pris la décision ne sont plus là aujourd'hui pour qu'on puisse les questionner et tout ce qui va avec. Donc, comme l'a dit Monseigneur Barriga depuis fort longtemps, que chacun fasse sa part. Et si chacun est dans son rôle exactement, dit ce qu'il doit dire, à qui de droit, je pense que
cette affaire de mensonge qui nous conduit à des résultats, je ne sais pas, désastreux. Voilà, désastreux, s'il faut le dire, ne vont plus encore arriver. Aux téléspectateurs, je crois que c'est une histoire par en fait laquelle nous devons nous inspirer pour savoir réellement que on le dit, mais ça peut arriver n'importe quand et à n'importe qui, parce que nous avons toujours nos enfants qui vont toujours à l'école actuellement et qui sont des mineurs, et aujourd'hui le monde est en, je sais pas, est en déviation surtout par rapport à la mentalité de la jeunesse, et donc une fille peut revenir encore avec une grossesse à l'âge de 15 ans. Ce n'est pas un miracle ou quelque chose, mais de savoir réellement, d'apprendre de cette histoire, pour réellement savoir comment dire la vérité, même si on ne voulait pas du garçon qui a enceinté et tout ce qui va avec, de savoir réellement comment poser le problème pour que demain, ces mêmes histoires ne se posent plus. Je pense que c'est pour, en fait, éclairer l'auditoire qu'on est en train de faire ça. Ce n'est pas une perte du temps. D'accord, merci M. Achille. M. Guillaume. Merci. Bon, je crois que tout ce dont nous discutons ici, nos approches de solutions, ne sont pas des paroles d'évangile. On essaie d'apporter, comment dirais-je, notre opinion, notre vision de la chose. Alors, aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe avec l'avènement figurant des réseaux sociaux, on a l'impression que les parents ont démissionné. Les jeunes préfèrent peut-être apprendre des choses sur TikTok plutôt que d'aller demander des conseils auprès de leurs parents. Et c'est triste, parce que quand vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, surtout avec TikTok, vous posez 1000 questions. Vous demandez, mais on va où? Donc, c'est compliqué. Moi, je dis aux gens que avant de prendre une décision, il faut évaluer le coût de la décision. Même si vous voulez mentir, il faut évaluer le coût du mensonge. Pas seulement aujourd'hui, peut-être demain ou bien après demain. Il y a une série que j'aime suivre là. Je ne sais pas si vous avez eu entre griffons, on se plaisir de le suivre aussi. IB ou bien le fruit du mensonge. Oui, sur A+. Exactement. Ouais. Vous comprendrez exactement la portée du mensonge dans la vie et ses conséquences dans la vie d'une famille qui a chamboulé toute une famille, toute l'histoire de la famille. Parce que la dame a su garder quelque chose, elle n'a pas eu le courage de dire et ça a porté toute l'histoire de la famille. Donc, quelque part aussi, c'est ça, c'est le coût des actes que nous posons. Donc, fondamentalement, je crois que ce sujet, en réalité, ça concerne tout le monde. Petit ou grand, ça concerne tout le monde. Et ça nous oblige à mieux soigner nos comportements, à mieux l'évaluer, mieux l'adapter par rapport aux évolutions actuelles et de voir quelle est la direction qu'on veut donner à notre vie et quel est l'héritage qu'on veut laisser à nos enfants, peut-être d'ici 15 ans. C'est le plus important. Donc, si on ne prend pas en compte ce volet, cette dimension de la chose, ça voudrait dire que, bon, même tu seras vu dans ton canapé, ta fille viendra avec son mec et faire des salles des hommes devant toi. Je dirais qu'il a appris ça sur les réseaux sociaux, TikTok. Donc c'est important, il ne faudrait pas que les parents démissionnent, qu'on continue cet effort d'éducation, de sensibilisation pour attirer, n'est-ce pas, l'attention des jeunes, surtout aujourd'hui. C'est important. Donc voilà un peu mon mot de fin. Beaucoup de retenue, de sagesse, de discernement et surtout d'évaluer le coût des actes que nous posons. C'est important. Okay. Merci à nos chers invités pour leur mot de fin, pour leur présence sur ce plateau. Une fois encore, merci. Le plateau de Sans Tabou, vous êtes ouvert, donc vous revenez quand vous voulez. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de l'émission du jour. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Likez, commentez. Vous qui n'avez pas eu l'occasion de nous suivre, vous pouvez interréagir en commentaire en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la page KG Afrique TV, car avec KG Afrique TV, nous formons une famille bien unie, une famille où on apprend de nos erreurs, une famille où on se conseille, on ne juge pas surtout, une famille qui est là pour pouvoir donner une bonne éducation africaine pour un lendemain meilleur.
En attendant un second numéro, restez toujours focus sur vos objectifs. Bye!